Bonsoir. C'est un homme qui a ouvert et écrit une nouvelle page de l'histoire politique de la Guinée après la mort du président Lansana Conté. 24 décembre 2008, on se rappelle, veille de Noël, il s'autoproclame président de la Guinée avec des idées révolutionnaires. Un an de pouvoir, il se voit obligé de quitter le palais présidentiel suite à une blessure par balle. Depuis, l'ancien homme fort de la Guinée vit un exil tranquille ici à Ouagadougou au Burkina Faso. Mais il y a quelques semaines, il refait l'actualité puisque l'homme rêve de reconquérir le pouvoir. C'est l'ancien chef d'État de la République de Guinée, Moussa Dadis Camara, qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Vous êtes bien à votre émission politique Surface de vérité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. Comment se porte Dadis Camara aujourd'hui? Dadis Camara, par la grâce des Burkinabés et de Dieu le Tout-Puissant, Dadis se porte bien. L'accueil, la chaleur humaine, l'environnement, vous retrouvez très bien? Autrement, je ne serais pas là avec vous ce soir sur votre célèbre plateau Surface de vérité. Alors, avec un peu de recul, parlons d'histoire, de votre avènement à la tête de la Guinée. Ce coup d'État, est-ce qu'on pourrait le qualifier de salutaire? Je l'affirme, oui, coup d'État. Ce coup d'État était salutaire à l'époque où j'étais encore officier dans les rangs des forces armées guinéennes. Il ne change particulièrement que je puis dire que ce n'était pas parce que j'étais l'officier le plus compétent, l'officier le plus valable, que je suis arrivé au pouvoir. C'est par suite de certaines valeurs, de certains comportements qui m'ont amené au pouvoir par mes compatriotes, par l'armée guinéenne. Le destin a voulu que toute l'armée guinéenne ait eu une bonne impression de ma personne. Pas parce que j'étais l'officier le plus intelligent, ou l'officier le plus capable. Même s'il faut le reconnaître, vous êtes aussi, vous avez fait des études d'économie, de finance. Oui, les études économiques et finances, je le dis parce que ne pas le dire, ce serait un orgueil, puisque je n'étais pas le seul officier le plus compétent. La preuve en est, actuellement, ce ne sont que mes promotionnaires qui sont les chefs d'état-major particuliers. Ça veut dire que ce sont des officiers très valeureux. Donc le destin a voulu que, après la mort du feu général Lansana Conté, une situation qu'il ne fallait pas laisser, parce que nous avons vécu avec cet homme. On lui a servi, et on voyait qu'au sein même de l'armée, même au niveau de la gouvernance, cet homme avait été finalement trahi par beaucoup de gens, par certains collaborateurs auxquels il a eu confiance. Donc un dysfonctionnement total au niveau de la gouvernance. Il fallait alors mettre de l'ordre. Et donc, avec la patience, c'est pourquoi je dis, le comportement, ce n'est pas le fait d'être intellectuel. Dans l'armée n'a pas forcément besoin d'un grand diplômé. L'armée n'en a pas besoin. L'armée a besoin d'un homme honnête, sincère. Si je veux mettre aujourd'hui la valeur des officiers, peut-être que je serai le dernier ou l'avant-dernier. Mais compte tenu du dysfonctionnement, ce qui se passait, tant au niveau de la gouvernance et au niveau de l'armée, nous, jeunes officiers, avions compris que le feu général Lansana Conté avait été pratiquement trahi par certains de ses collaborateurs proches, que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Vu la situation,
la patience était là. Et moi, particulièrement, j'étais avec mes collègues, les officiers, aussi bien que les hommes. À un certain moment, lorsque la santé du feu général Lansana Conté a été dégradée, lorsqu'il ne se sentait plus à l'aise, c'est là où les grandes décisions ont commencé à surgir. Mais il fallait de la patience. Alors, à l'époque déjà, vous préparez déjà... À l'époque, il faut se dire la vérité, toutes les fois qu'il y avait de la mutinerie, j'étais là, pour ne pas dire le seul, à sortir pour calmer les hommes, pour leur dire non, la Guinée n'a pas besoin d'un coup d'État sanglant. Cet homme, nous les militaires, n'avons pas le droit de verser le sang. Parce que le feu général Lansana Conté, c'était un grand militaire. On ne pouvait pas le renverser par les armes sans qu'il y ait des effusions de sang. Et donc, c'était en quelque sorte une inspiration. Et donc, la troupe m'a compris. La troupe était donc d'accord. Chaque fois qu'il y avait des événements, je les ramenais toujours à la raison pour dire non, cet homme, quel que soit son état de santé, restons fidèles autour de cet homme. Parce que l'armée, c'est aussi la fidélité. L'armée, c'est la fidélité. Et ce serait encore, on aurait mis le pays dans un chaos si à l'époque, nous, jeunes officiers, si on avait une ambition ou des ambitions démesurées, le pays allait être en chaos. Et donc, lorsque la situation du feu général Lansana Conté, paix à son âme, un homme auquel je lui rends tous les honneurs, avions commencé au sein de l'armée à se faire des idées. Après le feu général Lansana Conté, qu'est-ce qui allait se passer? Il fallait éviter une lutte interethnique, non seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de la nation. C'est ainsi, dès qu'il a rendu l'âme, là je le dis, l'officier c'est l'audace. L'audace, je le dis bien, et lorsque l'officier est audacieux, s'il suit un objectif, une ligne qui est droite, la troupe peut le suivre. Ça a été votre cas? Ça a été le cas. Dès après la mort du feu général Lansana Conté, avant que je ne rentre chez moi, la cour était déjà pleine. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de militaires qui étaient ce jour dans ma cour. Avec les armes, feu général Lansana Conté, décidé vers 18 h, je fus informé vers 22 h. Quand j'ai été informé, j'ai cherché à appeler certains de mes compagnons, de mes compatriotes, compagnons d'armes, avec lesquels on tissait des solides relations. Voilà, tout de suite, ils m'ont dit, nous devrons nous retrouver au camp Al-Faya, le bataillon spécial de Conakry. Le temps de venir à la maison, dire au revoir à ma vieille et à mes marades, la cour était déjà pleine. Je rentre, voilà, je vois les hommes qui ont commencé à dire, oui, capitaine Dadis, tu as été un homme très patient. Tu as évité l'armée à une guerre ethnique. Tu nous as toujours conseillé de ne jamais faire du mal au feu général Lansana Conté. Aujourd'hui, le président Lansana Conté, paix à son âme, il a rendu l'âme. C'est toi le président. Sans même aller encore au camp. Ça, c'était chez moi. Vu la situation qui était là,
j'ai juste demandé la bénédiction de ma mère et mes marades qui ont fait la prière pour moi. J'ai dit, voilà, on est dans une situation, on est tenu obligé de l'assumer. C'est dans ce contexte que je me suis retrouvé au camp Alpha Yaya en compagnie de mes compagnons d'armes. Et à l'instant, avions jugé nécessaire, avec les amis, avec les collègues, de faire passer un communiqué le plus rapidement que possible. Donc, le communiqué a été fait, l'honneur m'a été fait. Pour aller lire le communiqué, et nous sommes allés avec la troupe et certains officiers à la RTG pour la prise du pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, une prise de pouvoir de coup d'État sans effusion de sang. Même pas une goutte de sang. Le communiqué a passé. Peut-être qu'il y avait effectivement le consensus au sein de l'armée guinéenne. Oui, il y avait le consensus. Et l'armée, c'est quoi? L'armée est un corps très réfléchi, qui connaît qui sait qui est qui. Et donc, le communiqué passé, bon, à ma grande surprise, le journaliste qui était là ce jour, sur le plateau, dès qu'il a annoncé que le communiqué vient d'être lu par le capitaine Dadis, c'était déjà la joie dans toutes les garnisons militaires, même à l'intérieur. Sinon, il y aurait eu d'autres forces de l'intérieur qui allaient nous contester. Voilà, c'est comme ça que les événements sont venus. Et aussi, à l'époque, il faut se dire la vérité, la population guinéenne nous a soutenus. Parce qu'il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu de tirs, on n'a fait que simplement donner les raisons pourquoi l'armée s'est saisie du pouvoir. Et la société civile à l'époque nous a accompagnés pour les autres événements que peut-être que nous essaierons d'en parler. Tout à fait. On a été accompagné par la société civile. Compréhensible parce que sûrement pour la population, c'est peut-être effectivement une nouvelle page de la Guinée qui devrait s'ouvrir, avec beaucoup de perspectives heureuses en tout cas, qui devraient s'annoncer. On vous a vu arriver avec en tout cas, comme vous l'avez dit, beaucoup d'engagement, beaucoup de choses, beaucoup d'idées révolutionnaires, mais finalement, est-ce que vous avez été compris? En un an, on vous a vu sur tous les plans, faire des sorties, des déclarations, tenter de faire le nettoyage, l'assainissement au niveau de la gouvernance. Mais est-ce que, avec du recul, vous pensez avoir été compris? En toute sincérité, vous savez, le peuple, on ne peut pas juger le peuple, c'est le peuple qui juge. À l'époque, c'est vrai, si je dis que la population ne me soutenait pas, la population me soutenait avec mon équipe. Mais, comme on aime bien dire, on accuse très généralement l'Occident, je me porte en faux. L'Occident n'a rien à voir avec le développement des Africains. C'est les vrais fils qui sont contre le destin de leur nation. Les bourreaux de l'Afrique sont en Afrique. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'Occident, ce ne sont pas les Blancs. La preuve en est, j'ai pris le pouvoir avec mes compagnons d'armes. La communauté internationale allait nous condamner pour dire non, nous ne voulons pas de militaires. Mais cette communauté internationale nous a apporté son soutien parce que simplement, ils avaient leur raison. Et la prise du pouvoir a été faite sans effusion de sang.
Mais tout au long de notre parcours, je ne le regrette pas. C'est pour cette raison que ce peuple aujourd'hui, les Guinéens et Guinéennes, de l'intérieur et de l'étranger, ont du respect pour moi, ont de l'admiration. Je fus le premier, aujourd'hui, si on parle de la démocratie, j'ai été le premier, avec mes compagnons d'armes, à faire appel aux leaders politiques. Je l'ai fait au camp de Faya, dès après la prise du pouvoir. Cependant, la Constitution était suspendue. Mais je me suis fait certaines analyses. J'ai dit, au fait, on ne peut pas suspendre la Constitution, parce que dans la Constitution, lorsqu'on suspend la Constitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun leader ne peut exercer ses activités politiques. Ma culture, mon honnêteté ne pouvait pas me pousser de ne pas prendre ce chemin qu'est la voie de la démocratie. C'est en ce moment que j'ai fait appel à tous les leaders politiques. Je les ai même convoqués au palais du peuple, que moi je ne devrais pas le faire. Je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait pour que le peuple sache que nous sommes à l'ère de la démocratie. On n'est plus à une époque dictatoriale. Je leur ai fait passer un à un tous les leaders politiques. Ils ont tous pris la parole ce jour. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Je l'ai fait parce que j'avais peur qu'on dise que bon, voilà, les militaires sont venus au pouvoir, ils ne veulent pas la démocratie. Même l'actuel chef d'État, auquel j'ai beaucoup de respect pour lui, c'était l'un des grands opposants de l'époque. Il a été longtemps opposant d'ailleurs. Longtemps opposant. Je leur ai tous fait appel. Ils sont venus. Chaque leader politique, j'ai eu l'amabilité de leur donner la parole pour passer devant le peuple de Guinée. Chacun d'eux a exprimé ses idées. Et puis voilà, je leur ai demandé que vous êtes libres de vaquer à vos activités politiques. Malheureusement, vous ne semblez pas avoir été compris. C'est vrai que pour certains analystes, il y avait de la sincérité dans votre engagement à la tête de ce pays, mais pour d'autres, c'était plutôt de la gouvernance spectacle, du populisme. Pour d'autres, il y avait un peu de l'autoritarisme. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit, monsieur le journaliste, permettez-moi de l'expression, peut-être ça peut vexer certains intellectuels, lorsque je dis que nous, les Africains, nous sommes artisans jugés de notre malheur. Parce que, en Afrique, généralement, ce qui se passe, le peu de temps que j'ai eu à faire, c'était pour lutter contre la corruption. Et lorsque j'ai pris cet élan, c'est en ce moment, mes propres frères, je ne parle pas des Blancs, de l'Occident. L'Occident n'était pas avec moi en Guinée. Mes propres frères, que je leur ai fait appel pour dire que nous sommes à l'ère de la démocratie. Vous ont mis les bâtons dans les roues. Ils ont commencé, comme vous le dites, à fustiger mon image. Pour dire c'est un révolutionnaire, un dictateur. Un dictateur, quelqu'un qui a pris le pouvoir sans effusion de sang. Donc, l'Occident, la communauté internationale, ne vivait pas avec moi en Guinée. C'est les mêmes frères, je dis bien les mêmes frères, qui sont allés en Occident, un peu partout aux États-Unis ou en Europe, me fustiger pour dire que c'est un dictateur qui est au pouvoir. Si vous le gardez, il va s'opposer à beaucoup d'intérêts. C'est en ce moment où la lutte a commencé. J'étais dans une action qui était claire et nette. Il fallait sortir la Guinée de l'ornière
certain moment donné, pourquoi je parle de l'instrumentalisation? Je ne parle pas de l'Occident. Est-ce que ce sont les Blancs ou l'Occident qui est venu dire aux Guinéens, à un certain moment donné, dire aux Guinéens, non, nous ne voulons pas d'eau et d'électricité, nous voulons la démocratie. À un certain moment donné, mes propres frères ont essayé de créer cette situation. Non, nous ne voulons pas l'eau, nous ne voulons pas l'électricité, nous voulons la démocratie. Tout a commencé là. Et donc, c'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Parce que, pour la plupart, il ne fallait pas laisser Dadis continuer la transition. Sinon, peut-être que le peuple allait lui réclamer à un moment donné. Donc, il fallait vite aller aux besoins. Il faut fustiger son image. C'est un dictateur. Un homme qui a pris le pouvoir sans effusion de sang. C'est vrai qu'en un temps record, vous avez augmenté votre cote de popularité. C'était assez extraordinaire. La sincérité, l'honnêteté. La sincérité, l'honnêteté. C'est une culture et une éducation. C'est pas, j'ai fait plus de combien d'années ici. C'est pas le fait que, au moment où j'étais aux affaires, que je prenais de l'argent donné à la population. Non. Cette population, j'ai sauvegardé ses intérêts au détriment des miens. J'ai sauvegardé l'intérêt de ses citoyens. Et lorsqu'on entend parler, Dadis, ce n'est pas Dadis qui nourrit les Guinéens. Dadis a quitté, ça fait combien d'années? Je suis à ma 5e année. Le peuple n'est pas bête. Le peuple veut des hommes honnêtes, sincères. J'ai eu toute l'opportunité, monsieur le journaliste. Je pouvais être l'un des anciens chefs d'État les plus riches. Et je le dis parce que Dieu m'a donné la chance. J'ai vu le matériel, j'ai vu l'or, j'ai vu tout ce qu'il faut. Et vous n'en avez pas profité? La preuve. Et ce qui a d'ailleurs encore aggravé la situation, c'est lorsque j'ai reçu 22 millions de dollars qu'on est venu me remettre dans mon bureau. De la part de qui? De la part des sociétés aurifères. Ils ne l'ont pas fait dans la corruption. Ce que je cherche, ils m'ont dit simplement, vous venez de prendre le pouvoir, voilà, on doit tel montant à l'État. Donc, on te donne ce montant, et si parallèlement vous avez d'autres charges, parce que la caisse était vide, j'aurais imposé ces 22 millions de dollars. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas un être humain qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Mais l'argent qui peut souiller ton honneur, il faut refuser. J'ai pris ce montant, j'ai fait voir à la population, j'ai dit, allez mettre à la Banque centrale. Tout ça, c'est du patriotisme. Pour vos adversaires, tout ça, c'est du saupoudrage, mais en vérité, vous êtes enrichi pendant votre règne. Et je peux vous le dire, enrichi dans quel sens? Peut-être que vous aurez l'occasion, BF aura l'occasion d'aller avec moi en Guinée. Vous allez voir ma région natale. Vous allez voir la concession de mon père. Vous allez vous poser la question. Mais M. Dadis, on dit qu'il a été président. Il y a une partie de la concession de ce feu père que j'aime tant. Il y a une partie qui est déjà cassée. Il y a de cela combien d'années? Il y a de cela 2 ans. Un homme qui s'est enrichi, quand même, il y a l'honneur d'une famille. Et tout récemment, quand je suis allé pour les obsèques de ma mère, une partie de la cour n'était pas là. Et puisque les Guinéens savent que je suis resté honnête avec eux, je me dis, ce n'est pas ce qui importe. Vous avez la chance d'aller avant que ma vieille mère qui m'a mis au monde, vous avez la chance d'aller voir. Qu'on vous dise, c'est là où Dadis, pendant qu'il était au collège, au lycée, il était là. Vous allez voir ces maisons en taudis.
peut-être que vous, monsieur le journaliste, vous allez dire, est-ce que Dadis n'est pas un fou? Est-ce que lui, il est normal? Cependant, Dadis n'est pas un fou, Dadis est normal. L'honnêteté, le patriotisme, parce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu dans la malhonnêteté. C'est peut-être pour ça que vous avez été combattu. Parce qu'aujourd'hui... C'est pour ça, parce que tous les biens de l'État, et je peux, en dehors de mon budget de souveraineté, même les fonds que j'ai collectés avec la population, l'eau et l'électricité, personne ne vous dira que Dadis Camara est venu un jour faire un chèque de tel milliard. Il n'en est pas question. C'est pourquoi, quand je parle, je suis fier, et les Guinéens le savent. Pour preuve, si j'ai la chance d'aller en Guinée et que vous m'accompagnez, je vais vous amener dans mon village natal. La concession familiale d'un ancien président, un pays aussi riche comme la Guinée, où cet homme a eu toutes les opportunités. C'est pour cette raison que je dis, mon frère, ce comportement a fait que mes frères, à l'époque, puisqu'ils étaient pressés pour venir aux affaires, ils ont fustigé mon image. C'est un révolutionnaire, quelqu'un qui ne connaît pas l'argent. Vous le gardez ici, il va bloquer les intérêts. Ils sont même allés à dire, vous le gardez, il va bloquer les intérêts des Occidentaux. C'est comme ça, ils m'ont fustigé. Et quand il y a eu ce que vous le saviez bien, je suis resté seul sous la pluie, en train de pleurer. La fête du 28 septembre. Évidemment, là, bon, ça a été effectivement la suite de tout ce que j'ai dit. Donc, Dadis était devenu un homme isolé. Les faits sont têtus. Il y a eu des morts. Dadis est président de la République. Et Dadis aurait fait ça, aurait envoyé des hommes. Du moment que vous avez été fustigé devant toute la communauté internationale, c'est comme si je sortais tout de suite, il est en train de pleuvoir. Quand tu pleures sous la pluie, qui va voir tes larmes? Ça a été le cas de votre frère, M. Dadis, qui est devant vous. Simplement parce que les gens, à l'époque, mes frères, ce ne sont pas les Occidentaux, ne voulaient pas que je reste pour un petit temps. Pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Et ça doit faire très mal quand on est sincère, effectivement. Oui, bon, quand on est sincère, parfois, on reçoit des coups et qui peut même te conduire même à l'assassinat. Parce qu'un homme qui est là, quand on dit l'Afrique, oui, l'Afrique, mais vous pensez que les Occidentaux, un homme qui travaille, et c'est pourquoi moi j'ai dit, je suis mieux placé de le dire, que nous les Africains, on est les premiers à piétiner l'intérêt de la population. Sinon, Dadis, ça fait combien de temps? Pas un seul jour, la communauté internationale s'est levée pour dire cherchez-le. Non. Il ne fallait pas laisser Dadis poser des actes. C'est tout simplement la jalousie. La jalousie. L'esprit de venir le plus rapidement que possible au pouvoir. Pour s'enrichir. Hein? Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi je peux défier quiconque. Et pour preuve, je dis bien, si j'ai la chance, avec la grâce de Dieu, d'aller en Guinée, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, vous irez dans ma région natale. Et parce qu'un homme est connu dans son milieu, vous allez voir la concession paternelle et maternelle. La seule analyse que vous allez faire, Dadis est certainement fou. Alors que Dadis n'est pas fou. Parce qu'un ancien président
un président, tu as le pouvoir tout de suite, si tu veux, tu peux construire des buildings. Même sans avoir volé. Même sans avoir volé, il ne serait que ton budget de souveraineté. Moi, j'avais un budget de souveraineté, je pouvais le faire. Mais j'étais dans une logique. Ce budget de souveraineté, c'est la sueur des contribuables. Je vais lutter contre la corruption. Ils sont en train de voir des maisons, des étages, ou c'est pas moi. Est-ce que c'est un bon exemple? Je me suis abstenu, je me suis sacrifié, mais je ne le regrette pas. J'ai une seule devise, monsieur le journaliste. Personne au monde ne sera plus jamais riche que Salomon. Mais où est Salomon? Qu'on me dise, les trésors, tout ce que Salomon a eu, Salomon a simplement demandé à Dieu, Dieu, tu m'as donné tout, tout ce que je vous demande, c'est la sagesse. Alors, vous avez parlé des coups, vous en avez en tout cas reçu pendant votre règne, effectivement, parce que vous menacez sûrement des intérêts. Et finalement, qu'est-ce que vous avez pu apporter à cette Guinée, à votre chère Guinée? Pas grand-chose. Ce serait pour moi de l'orgueil. On dit faites bien et laissez dire. C'est le peuple de Guinée. C'est la raison d'ailleurs que j'ai jugé nécessaire de rentrer dans mon pays. Et si vous avez la chance d'être avec moi ce jour, vous allez voir. La capitale, ce n'est pas la Guinée forestière, ce n'est pas ma région natale. La Guinée a 4 grandes régions natales. La Basse-Côte, qui est la région côtière, la Moyenne Guinée, qui est le Fouta-Djallon, la Haute Guinée, qui est le Madin, et la Guinée forestière. Votre région? Ma région. Qu'on parte. Ce n'est pas moi qui vais parler aux Guinéens, c'est les Guinéens qui savent ce que Dadis a fait, ce que Dadis n'a pas fait. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? L'éveil peut-être des consciences, au-delà, oui, concrètement? Oui, l'éveil des consciences, parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la dictature, je le dis bien, et puisqu'on n'est plus à l'époque de la dictature, c'est la démocratie, le Guinéen a les yeux ouverts, les Guinéens ont les yeux ouverts. Leur bien, leur richesse, il faut travailler la nation. C'est ce qui est le facteur le plus important. On n'interdit pas à un chef d'État de ne pas avoir ce qu'il doit avoir. Mais le minimum, c'est ce que j'étais en train de faire. Ils ont dit que non, c'est un dictateur, c'est un révolutionnaire, voilà. Il est en train de faire passer les gens à la télé. Tout ça, c'est de l'éducation. Il fallait le faire pour que chacun s'abstienne. Même moi, qui étais à l'époque président, tu ne peux pas prétendre faire passer les gens à la télé pour corruption, pour détournement. Toi, il faut être un exemple. C'était une forme d'éducation. Ça relevait du populisme. Mais dans le concret. Dans le concret. Sinon, qui ne veut pas s'approvisionner du bien matériel? Alors, vous avez été, comme je l'ai dit, combattu jusqu'à cette date triste, ce 3 décembre 2009. C'est encore c'est un de vos compagnons d'armes qui vous a... Parfaitement, oui. Toumba Diakité. Oui, oui. Comment vous pouvez comprendre ça? Je me dis simplement, c'est de la complicité, une complicité extrêmement complexe. Seul Dieu peut un jour dévoiler tout ce qui s'est passé autour de moi. Sinon, je n'ai jamais parlé qu'on a tiré. Personne jamais, depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais parlé pour dire, bon voilà, ils ont tiré sur moi. Non. Vous étiez un chef d'État, il devait avoir des poursuites judiciaires. De toutes les façons, puisque la vie des hommes est basée sur des règles et des lois, mais ce n'est pas à moi de le dire. Le peuple est là. Parce que curieusement, on n'entend plus parler de cette affaire. L'objectif,
il fallait physiquement éliminer Dadis, qu'il quitte ce monde. C'était tout, pas autre chose. Il fallait physiquement éliminer ce grand dictateur comme il le pensait. Là, on ne parlera plus maintenant de Dadis, mais Dieu faisant, avec la grâce de Dieu et du Seigneur, je suis sauvé. Ce n'était pas ma force. Si je suis là aujourd'hui, ça n'a nullement été ma force. C'est le destin. Et c'est pourquoi j'ai confiance au destin, j'ai confiance en Dieu. Aujourd'hui, vous êtes très croyant. Très croyant pour ne pas dire plus que croyant. Sinon, il y a certaines choses que j'allais refuser de le faire. C'est comme ma rentrée en politique. Peut-être que certainement vous allez revenir sur ça. Tout à fait. Mais avant, parlons de ce choix de Ouagadougou pour votre exil. Pourquoi particulièrement Ouagadougou? C'est un choix imposé ou? C'est un choix imposé par mes frères d'alors, des leaders politiques. C'est un choix imposé. Ce n'est personne d'autre. C'est comme le cas de Joseph. Joseph de l'Égypte, quand tu lis la Bible, tu verras. Joseph a été vendu. C'est le même cas. Il ne fallait plus que Dadis retourne en Guinée. Parce que Dadis était devenu une menace. Parfait. Et donc, puisqu'il a de justesse par la grâce de Dieu échappé à la mort, il faut l'amener dans un pays autre. Et surtout à l'époque. À l'époque, j'avais de très solides relations avec Monsieur le Président Blaise à l'époque. Et donc, il fallait trouver un lieu où il faut faire débarquer Dadis, mais pas en Guinée. Et quand je suis arrivé au Burkina, pour l'intérêt supérieur de la nation, j'allais réagir ici, parce qu'il y a eu des officiers qui sont venus me chercher, mais pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que vous aviez toujours le soutien de l'armée? De l'armée à l'époque. J'avais toujours le soutien de l'armée. Mais j'ai vu les conséquences. Je me suis dit, mais attention, je vais prendre la décision de rentrer. Et s'il y a des accrochages, si je mets le pays dans le feu, l'histoire m'aurait condamné. J'ai dit, je préfère rester au Burkina, observer le cours de l'évolution de mon peuple. C'est ce que j'ai finalement fait. Et c'était un exil doré, comme le disent certains? Bon, vous savez, ce serait trop exagéré de le dire, qu'il dit simplement que le peuple burkinabé est un peuple hospitalier. C'est un peuple hospitalier. Un peuple qui a besoin de la paix, un peuple qui sait respecter l'étranger. Et quand il y a ça, on peut dire doré, on peut dire tout ce qu'il y a. C'est pas... Il ne s'agit pas de donner à manger à quelqu'un, c'est le respect. Et c'est pour cette raison, lorsque les gens parlent, je ne les réponds pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le Burkinabé. Le Burkina m'a adopté comme un fils. Maintenant, qu'importe tout ce que maintenant les gens peuvent raconter, un exil doré, mais je ne suis pas venu au Burkina pour faire la prison. Parallèlement, vous faites des affaires? Oh bon, ça c'est un peu ma discrétion. Bon,
Si l'occasion arrivait, je pouvais vraiment le faire, si j'ai des partenaires à faire. Mais puisque je n'en ai pas encore eu, mais il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Vous le faites déjà, vous faites des affaires? Non, je ne fais pas des affaires. Sinon, si je faisais des affaires, j'allais sortir, aller par-ci, par-là. Mais ce n'est pas interdit si je dois le faire. Et si même vous voulez faire aussi des affaires avec moi, il n'y a pas de problème. Vous vivez aux avantages d'anciens chefs d'État? Non et non et non. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut qu'on respecte. Vous avez vu maintenant pourquoi je dis que ce n'est pas l'Occident. Peut-être certains peuvent être choqués. Certains Africains peuvent être choqués. Est-ce que c'est la communauté internationale ou l'Occident qui a dit non, Dadis ne doit pas bénéficier de son statut d'ancien président? Ce sont les Blancs qui ont dit ça? Non. Vous n'en avez jamais bénéficié? Aucunement qu'on exhibe un document qui le prouve. Je suis un homme, quand je parle, vous allez fouiller, je veux qu'il y ait le contraire. Pas du tout. Jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Mais tout ça, c'est quoi? On ne peut pas prétendre être démocrate, faire le contraire. L'Afrique pourra seulement que se développer lorsqu'on laisse le côté dictatorial. Sinon, quelles que soient les richesses du continent africain, l'Afrique ne pourra jamais progresser. Mais si les principes, les lois et règlements sont respectés, il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est la démocratie. Parce que le statut d'ancien président ne sort pas dans la poche d'un président. C'est dans la Constitution. C'est un droit. C'est un droit. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme raison pour vous refuser cela? Pas de raison. Pas de raison. Et je ne veux pas, d'ailleurs, je ne veux pas trop m'aventurer sur cet aspect. Ce n'est pas ce qui est fondamental. Le fondamental, c'est le pourquoi je veux faire la politique. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la politique? Tout à fait. On en arrive effectivement. La politique guinéenne, comme on l'a dit, depuis quelque temps, vous faites encore l'actualité. On pensait que vous allez rester tranquille dans votre exil à Ouagadougou, mais finalement, vous décidez de rebondir, de revenir sur la scène politique. Est-ce que c'est ce passage à la présidence qui vous manque? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que votre plateau, c'est le plateau de surface de vérité. Tout à fait. Lorsqu'on ne connaît pas un homme, on ne peut jamais le connaître. Dadis, c'est pratiquement sa 5e année au Burkina, pour ne pas dire que Dadis a fait 5 ans. J'ai jugé nécessaire de faire la politique parce que ce qui se passe actuellement au pays, l'instrumentalisation. On ne peut pas prétendre aller voir les sympathisants de Dadis pour dire non, attendez, écoutez, Dadis a fait ça, Dadis a fait ça. Si vous ne votez pas pour tel candidat, Dadis n'aura pas l'immunité juridique. Si vous ne votez pas pour lui, vous votez pour lui, c'est la seule personne qui peut faire revenir Dadis. Voilà l'un des objectifs. Je dis l'un des objectifs. Aujourd'hui, les élections présidentielles en Guinée, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le journaliste, ce qui a poussé, ce qui a choqué Dadis. Le dossier du 28 septembre, depuis 2009, j'ai été entendu en 2014, février 2014. Chaque fois qu'on parle de ma rentrée au pays,
mes sympathisants. On sort le dossier du 28 septembre, on l'exhibe comme l'épée Damoclès. Pour vous dire, attention si vous rentrez. Attention si vous rentrez. Et deuxièmement, ce qui est plus choquant, c'est que les acolytes, je dis des acolytes, des gens qu'on leur envoie pour préparer la campagne présidentielle, leur langage c'est quoi? Nous sommes venus vous voir. Vous savez que le dossier du 28 septembre, si vous ne votez pas pour X, votre fils va avoir des problèmes ou votre sympathisant va avoir des problèmes. Mais si vous votez, si votre électorat, vous prenez votre électorat, vous donnez à X, s'il est président, il va accorder l'immunité juridique. Qui est à la base de ces manœuvres, à votre avis? Le président Bien Condé? sûr. Non, il faut que j'aie le courage de le dire. Vous pensez aujourd'hui que le président Condé, pour sa réélection, a peur de vous? Je ne dis pas peur. Un président n'a pas peur. Je ne dis pas peur. Mais je parle de la manipulation que l'entourage fait sur mon dos pour dire, bon voilà, écoutez, votre fils, il y a maintenant 5 ans, pour qu'il vienne, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous votez. Parce qu'on se rappelle que le président avait promis que s'il était voté, je crois que c'était déjà en 2010, il allait faire en sorte que vous reveniez au pays. C'est ce qui a d'ailleurs été à l'origine de la frustration des femmes lorsque les femmes sont sorties. Qui ont marché pour revendiquer votre retour. Voilà, ces femmes, c'était une marche pacifique. Ces femmes ne l'ont pas fait pour zéro. Parce que c'est le même sujet. Et c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de couper la corde. Le coup de tous mes sympathisants. C'est-à-dire que les élections présidentielles qui doivent se passer, que ça ne soit plus maintenant l'affaire du 28 septembre ou ramener Dadis. Je suis à la disposition de la justice guinéenne que j'ai confiance. J'ai confiance pourquoi? Parce que au moment où j'étais encore étudiant, avions vu des grands juges qui ont fait des grands procès, médiatisés. J'ai dit le dossier du 28 septembre, si ça doit être un dossier d'instrumentalisation pour conquérir en matière de démocratie, je ne le veux plus. Qu'on parte présenter des projets de société à la population, voilà, si vous votez pour tel ou tel, il va faire des routes, il va faire tel barrage, c'est ce qui importe, ou l'agriculture. Que le président Condé soit jugé sur son bilan. Bon, que maintenant que ça soit n'importe quel, parce que tout le monde en profite. Même les opposants profitent de votre électorat, de votre base électorale? Je ne dirai pas le nom de qui que ce soit. J'ai dit, l'affaire de Dadis était devenue un sujet de campagne. Et c'est pour cette raison, monsieur le journaliste, les gens ne le savent pas. J'ai toutes mes facultés morales, physiques et intellectuelles. Avec tout le recul que j'ai eu à faire, vous pensez que j'ai pris cette décision parce que c'est l'ambition du pouvoir? Ce n'est pas l'ambition du pouvoir, c'est l'honneur. Je ne voudrais pas qu'un seul jour, les victimes du 28 septembre ont besoin de la vérité. La communauté internationale a besoin de la vérité, les Guinéens ont besoin de la vérité. Pourquoi garder ce dossier? Ce dossier, chaque fois qu'il y a des problèmes de campagne présidentielle, on sort le dossier. Je l'ai fait, mon frère, monsieur le journaliste. Je sais que si je restais assis, comme je l'ai fait pendant les 5 ans, il n'y aura jamais de problème. Je n'aurais jamais eu de problème, mais je me suis dit quoi? Puisque le dossier du 28 septembre
au lieu d'éclaircir, au lieu de faire le jugement, que ça soit clair au sein de la communauté internationale et même au niveau des victimes, parce que les victimes en ont besoin de ça, ma part de vérité. Ma part de vérité. Donc vous attendez que la justice guinéenne vous appelle pour apporter votre vérité? J'ai déjà manifesté ma bonne volonté à la justice guinéenne. Il y a eu une commission rogatoire que la justice guinéenne a envoyée au Burkina. Je suis allé, j'ai été entendu. J'ai dit que je l'ai fait l'un des premiers objectifs. Je sais aujourd'hui, si Dadis dit qu'il est candidat aux élections présidentielles, c'est le dossier du 28 septembre qu'on va prendre. Mais objectivement, vous ne pouvez pas, ça serait difficile pour vous d'échapper à ce dossier. Non, suivez. Ici, vous étiez le chef d'État. Non, suivez-moi. Suivez-moi. Vous savez, nous ne sommes pas... Je donne les raisons, les motivations qui m'ont poussé à m'y lancer dans la politique. Mais je ne me justifie pas. Je ne me rends pas juge, je ne me justifie pas. Je te dis simplement la motivation. Parce que les gens pensent, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est peut-être l'ambition de reconquérir le pouvoir. Tant mieux. Mon premier objectif, ce n'est pas ça. C'est pour couper le pont. Que si la manipulation de votre base électorale. Voilà, à la manipulation de ma base électorale, sous prétexte, si vous votez pour X, une fois qu'il est président, il va accorder l'immunité juridique. C'est un déshonneur. Comme si vous étiez déjà coupable. Bon, voilà. Cependant, quand on est en démocratie, il faut que les choses soient claires. En 2010, librement, j'ai soutenu librement. Mais de 2010 jusqu'à nos jours, l'épée Damoclès, c'est pourquoi je dis que ça a été l'un des premiers objectifs. Je le savais en le faisant. Le dossier du 28 septembre allait rebondir sur la table. Et c'est ce qui est actuellement à la une. Et je n'ai jamais fustigé, je n'ai jamais refusé de répondre à la justice. Que ce soit la justice guinéenne, que ce soit la justice burkinabé. Je suis prêt, le jour où la justice va juger nécessaire, de me présenter et que le jugement, que je puisse même passer devant le barreau des juges. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Je ne suis pas au-dessus de la loi. En tout cas, je pense que les victimes aussi n'attendent que ça, votre retour au pays. Pour... Et donc, monsieur le journaliste, vous savez, quand j'ai annoncé ma candidature, les victimes ont bel et bien raison. Il y a eu des réactions que non. Certains même sont arrivés à dire non, Dadis ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Dadis ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Quand est-ce ce dossier va être clair? Et ce même dossier, celui à qui il ne doit pas se présenter, lui, il sait qu'ils ont ce dossier pour faire la campagne présidentielle. Ce n'est pas honorable, quand même. Il faut que Dadis dise qu'il est candidat aux élections présidentielles. Le dossier va rebondir. Et là où maintenant la machine... C'est donc une stratégie pour amener les autorités très rapidement à en finir avec ce dossier? Non, ça dit pas stratégie. Je dis lorsque votre honneur va être souillé, il faut refuser. Je l'ai fait pour qu'on ne prenne pas ce dossier pour mettre au devant des élections présidentielles. Et maintenant, qui aura le courage d'aller voir mes sympathisants dire, bon voilà, si vraiment vous ne votez pas pour Dadis, Dadis ne reviendra pas. Qui va parler maintenant de l'immunité juridique? La machine est déjà engagée. Et puisque je sais aussi une seule chose, que justice n'est pas à confondre avec la politique. La justice, ce sont des règles qui sont préétablies. On a toujours parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Afrique. Est-ce que vous ne craignez pas effectivement que
quand vous allez rentrer au pays, qu'effectivement on me sorte ce dossier et que la justice ne vous condamne. C'est ce qu'on appelle, un procès politique. En ce moment, la communauté internationale va voir au clair, et les Guinéens vont voir au clair. Parce que dans la Constitution, témoin ou inculpé, c'est lorsque tu passes devant le barreau qu'on te juge, qu'on peut te l'interdire. Mais il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce n'est pas maintenant que Dadis va aller en Guinée que les juges vont dire non, Dadis ne peut pas se présenter. Sur quoi? Sur quel article? On ne fait pas une pression à la justice. Et je ne ferai jamais pression à la justice. Je vais simplement marcher sur les principes et les lois, le règlement. Le jour où la justice va juger nécessaire de faire la lumière, de mettre les points sur les i, je ne suis pas au-dessus de la loi. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas inquiété, vous avez quand même pas de responsabilité, non, dans cette affaire? Non. Et vous savez, on est sur un plateau, il faut éviter de frustrer la juridiction. Il faut aussi éviter de frustrer les Guinéens et les victimes. Cette question, je peux bel et bien la répondre, mais en le faisant, c'est comme si je suis en train de me justifier auprès des masses médias, alors qu'on n'est plus à ce niveau. On est à un niveau de juridiction. Ce serait porter atteinte à la compétence des autorités juridiques. C'est les juges qui doivent me poser la question, le moment venu, devant le barreau guinéen ou que ce soit maintenant devant le barreau burkinabé ou ailleurs, qui doivent me poser cette question. En ce moment, tout ce que je vais dire, c'est devant les juges. Les juges ne seront pas frustrés. Alors, dans quelques semaines, sûrement, vous rentrez au pays. Vous n'avez pas peur qu'on vous accueille à l'aéroport? Comme vous n'avez pas peur qu'on vous arrête, par exemple, pour arriver à la descente à l'aéroport? Bon, je vous pose, on va m'arrêter pourquoi? Dites-le-moi. Dans le cadre de cette affaire. Mais, est-ce que vous avez la constitution du Burkina Faso? Vous pensez qu'on peut aussi arrêter un homme comme ça? C'est parce que Dadis veut se présenter aux élections? En ce moment, ce n'est plus de la démocratie. On n'est plus dans la démocratie. Quelqu'un qui est reproché d'un fait, le pouvoir politique n'est pas habilité à juger un dossier juridique. On peut dire, oui, c'est bien vrai, comme on aime bien dire, un président, c'est le premier magistrat. Mais au fait, il n'est pas magistrat. Les magistrats jouent leur rôle. Et par rapport à ta question, j'ai dit non. Le pouvoir ne peut pas aujourd'hui se le permettre. Sur quelle base, sur quels critères? Parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il a été élu démocratiquement. Et je me dis, le jour de son investiture, il a clairement dit qu'il est le Mandela de la Guinée. La Guinée is back. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sortant de l'ENA, de l'École nationale d'administration de Paris, une grande école qui a produit des grands hommes de valeur sur le plan politique, des hommes épris de paix et de liberté. Je n'essaierai pas de m'étendre à faire un peu l'historique, mais je me dis, un homme déjà qui a fait l'ENA, le président François Hollande, il est sorti de cette école. En dehors de lui, il y a tant d'autres qui ont passé par l'ENA, qui sont des grands hommes épris de paix et de liberté. Si un Africain a eu la chance, je dis bien la chance,
de fréquenter cette grande école prestigieuse. Parce qu'à un certain moment donné, c'est le droit. C'est le droit de l'homme. Je me dis, toutes ces valeurs qu'il a, toutes les valeurs requises par le président Alpha, il ne peut pas le faire. Ce sont les deux raisons que j'ai données. Le Mandela de la Guinée ayant fréquenté l'ENA de Paris. Voilà, donc vous dites, il a dit à son arrivée, la Guinée is back. Si vous êtes candidat aussi à l'élection présidentielle, vous l'avez dit, première raison, c'est effectivement pour éviter cette manipulation de votre base électorale, mais il y a certainement d'autres raisons. Peut-être que la gestion, la gouvernance actuelle en Guinée du président Condé ne vous convient pas. Oh, bon, vous savez, je n'ai pas la prétention de faire un jugement sur la gestion actuelle du président Alpha. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Et Dadis que vous avez connu, en 2009 jusqu'à maintenant, ce n'est plus le même Dadis. Mon recul m'a donné beaucoup d'expérience. Et si la gouvernance du président Alpha, c'est un président, c'est les Guinéens qui savent ce qu'il a fait, du bon, ce qu'il a fait, si c'est bon ou c'est pas bon. Mais moi, pour le respect de la Constitution, des valeurs républicaines, je n'ai pas le droit de lui porter atteinte dans des propos outrageants. À vous entendre, on a comme l'impression que vous annoncez votre candidature, mais en vérité, le pouvoir ne vous intéresse pas. Non, vous savez, mon frère, le pouvoir, dans la sincérité, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Je ne mets pas à l'esprit pour dire, non, voilà, écoutez, je vais rentrer en Guinée. Quand je rentre en Guinée, c'est de la folie. Moi, je l'ai déjà été. Je sais la providence, le destin. Et c'est pour cette raison que j'ai bel et bien dit que je n'étais pas l'officier le plus compétent, l'officier le plus intellectuel. Je sais, quand Dieu veut te donner le pouvoir, il te le donne. Il te le donne. On peut peut-être te créer toutes sortes de problèmes. S'il veut te le donner, il te le donne. Moi, j'ai dit ma motivation, c'est de rester sincère, honnête. Alors vous repartez en Guinée pour tenir encore, pour poursuivre ce langage de vérité, ce discours de vérité, comme ça a été le cas durant votre règne? Discours de vérité, de quel discours de vérité que vous voulez faire allusion? Sur la gouvernance de la Guinée, sur la gestion de la Guinée? Non, bon, ça c'est une cuisine intérieure. Pour le moment, je suis sur le plateau de la surface de vérité. C'est pour juste des questions, mais je ne suis pas là. Si je dois dire, ou bien ce que vous êtes en train de dire, si je dois le faire, je le ferai. En Guinée, c'est les Guinéens qui comprendront mon message. Et on n'est pas dans la campagne présidentielle. S'il vous plaît, on n'est pas dans la campagne présidentielle. Le faire, c'est porter enfreint à la loi. Et puisque vous annoncez votre candidature, on imagine que forcément vous allez aller dans des alliances. Bon, alliance ou pas alliance, pour le moment, j'ai annoncé ma candidature. Je ne me suis pas annoncé dans l'objectif d'aller vers les gens. Cependant, je n'interdis pas tout leader politique qui voudra venir me voir, ou quand je vais rentrer au pays. Avant tout, on est tous des Guinéens, des frères. Et en matière de démocratie, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Donc, parler d'alliance,
c'est prématuré pour moi. Ce n'est pas l'idée qui m'a animé pour dire que je vais faire la politique, pour faire une alliance. Faire l'alliance, faire quoi avec? Pour conquérir le pouvoir d'État. Bon, si cela arrivait, mais il faut d'abord voir la position des autres. J'ai créé le parti, je suis candidat aux élections présidentielles, mais certains confrères ne sont pas encore venus me voir, peut-être ils viendront, ou peut-être que je vais les trouver en place. Mais parler d'alliance, c'est prématuré. Vous allez retrouver ces mêmes leaders politiques qui vous ont combattu. Mais l'histoire, qui pouvait penser un seul jour que l'Allemagne et la France pouvaient se réconcilier, pouvaient être l'une des deux plus grandes puissances quand on parle de l'euro. L'euro, c'est... Quand on parle de l'euro, l'histoire l'histoire qui s'est produite, l'entre-deux-guerres. Mais pourquoi ces deux pays aujourd'hui sont deux poumons dans un même corps? L'histoire, c'est l'histoire. Quand c'est produit, vous restez toujours des frères. Moi, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. L'histoire, c'est l'histoire. Le parcours du destin, on n'y peut rien contre ça. Donc, ce sont mes frères. Même demain, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons dialoguer, on peut tout faire ensemble. Nous sommes presque en fin d'émission. Lorsque vous mettrez le pied en Guinée, le premier message à l'endroit effectivement de vos compatriotes, ça sera quoi? Et ce sera juste leur dire que je suis vôtre, que leur fils est rentré, et pour leur dire bonjour et les remercier aussi du soutien moral. Du soutien moral. Parce qu'un fils ne doit pas être ingrat jusqu'à ce point. Il y a plus de 5 ans, cette capitale, Conakry, me manque. C'est pourquoi tantôt je dis, ce n'est pas seulement la jeune forestière. Il y a la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée. Et vous avez des militants partout. Mais vous me posez une question qui est difficile à répondre, qui n'est pas difficile à répondre. Parce que généralement, quand on parle de Dadis Camara, tout de suite, on parle de sa popularité dans la région forestière. Oui, bon, vous savez, ça, c'est de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Ce n'est pas ma popularité que les gens parlent. Et je ne sais même pas si cette popularité, si c'est réel. Et si c'est réel, c'est qu'ils le disent que c'est ma région naturelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'on accepte que je rentre. Vous allez voir les journalistes. Il faut pas trop se donner de l'importance. Moi, je dis bien, je pense que tous les Guinéens, pas tous les Guinéens, mais beaucoup de Guinéens ont de l'admiration pour moi et du respect pour moi. Voilà, nous sommes en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Yacouba Isaac Zida, Premier ministre du Burkina Faso. Vous savez, mon frère, lorsqu'un peuple te respecte, il faut avoir l'intelligence de comprendre que le respect ne signifie pas que tu dois tout te permettre. Moi, je n'ai rien à dire dans un mauvais sens contre le président, contre le Premier ministre. C'est l'affaire de Burkinabé. Et Blaise Compaoré?
c'est la même chose. Vous parlez du président Blaise. Le président Blaise, c'est un fils du pays. C'est un fils du pays. Moi, je ne suis pas là pour mettre l'huile sur le feu. Je peux prétendre aujourd'hui dire des choses, peut-être qui va vous plaire ou bien qui va vous déplaire, mais après tout, vous pouvez même vous retourner contre moi parce que j'ai fustigé votre frère, quand bien même qu'il n'est plus aux affaires. Je n'ai pas le droit de donner un point de vue. Je dis simplement, quand je prends le peuple burkinabé, ils sont tous là-dedans. Le Premier ministre est là-dedans. Le président Michel Kafando est dans ce tout-là. De la réserve, hein? Voilà. De réserve. Ok, on comprend. Sekouba Konaté, lui, par contre, le général Sekouba Konaté. C'est un frère à moi, un compagnon d'armes. Un frère, un compagnon d'armes. Et quel que soit ce que vous saviez, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais j'ai dit c'est un frère, c'est un compagnon d'armes. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un opposant comme Cellou Dalein Diallo? Oui, l'opposant Cellou Dalein, bon, c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je suis quelqu'un, j'ai dit, m'empare de vérité. Moi, je l'ai vécu. J'ai dit, c'est un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Un monsieur qui est humble, qui est poli. Peut-être que le terme est trop exagéré. Qui ne se met pas au-dessus des autres. La raison, chaque fois que le président de l'UFDG vient ici, M. Cellou Dalein, il vient personnellement me dire bonjour chez moi, à ma résidence. Ça n'a pas de prix. Et pour terminer, le professeur Alpha Condé, président de la Guinée. Oui, c'est un grand frère. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Si en 2010, voilà ce qui est un peu paradoxal, en 2010, si moi j'ai soutenu, personne ne m'a obligé, j'ai soutenu le président Alpha. À l'époque, tous les sympathisants étaient en train d'applaudir. Ils n'ont pas dit que Dadis est en train de faire ceci, cela. On est en démocratie. Si aujourd'hui, je veux me présenter comme candidat aux élections présidentielles, est-ce qu'il y a un problème? Le président Alpha Condé, c'est un frère, comme tous les autres, comme ce que je venais de dire du côté de M. Cellou Dalein, et tant d'autres. J'ai dit simplement, je parle de ces gens parce que vous avez parlé de M. Cellou Dalein et du président Alpha. Si vous m'aurez parlé d'autres, je vous aurais répondu. J'ai dit, ce sont des frères, des Guinéens, que j'ai beaucoup de respect pour eux. Et nous sommes en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci. Merci, BF. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Un merci particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Conakry, capitale de la Guinée. Excellente suite de programme sur BF1. Bonsoir.